Oui. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur la vie après le pouvoir, avec un dossier consacré à l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Au programme également de cette émission, après les violences en République démocratique du Congo, le Sénat a amendé ce vendredi le projet de loi électorale contesté et le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit l'embargo sur la vente d'armes à la Centrafrique jusqu'en 2016. Et enfin, en troisième partie, Bob Rugurika, le directeur de la radio publique africaine, l'une des plus écoutées du Burundi, a été écroué pour complicité dans l'assassinat des 3 religieuses italiennes. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Touré Bangali, vous êtes journaliste, bienvenue. Bonsoir. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Oui, bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Et Chema Taleb, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. En République démocratique du Congo, le Sénat a amendé ce vendredi le projet de loi électorale contesté à l'origine de nombreuses manifestations dans le pays. L'amendement indique que la tenue de la prochaine élection présidentielle n'est plus conditionnée à l'achèvement du recensement de la population. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, le projet de loi controversé modifiant la loi électorale a été amendé par le Sénat. Lors du vote article par article du texte vendredi 23 janvier, les sénateurs congolais ont modifié le contenu de l'article 8 qui conditionnait l'organisation des élections législatives et présidentielles de 2016 par le recensement général de la population. Une décision bien accueillie par l'opposition qui toutefois regrette les violences survenues ces 3 derniers jours dans la capitale Kinshasa. Un sentiment de satisfaction, d'abord, bien que nous regrettons infiniment la mort de tous ces martyrs victimes de la répression qu'il y a eu ces derniers jours. Mais nous pensons que le Sénat a adopté la voie de la sagesse. Ils ont entendu le cri du peuple et ils ont pu adopter une loi par consensus. Je dis bien que c'est un consensus, parce qu'il y avait d'autres éléments dans la loi pour lesquels nous n'étions pas tout à fait d'accord. Mais le point majeur a été bien négocié et il y a eu une très bonne argumentation. Je pense que nous pouvons nous contenter de ce compromis. Pour les analystes, l'amendement de l'article 8 de la loi électorale constitue une victoire pour l'opposition et pour le peuple. La modification de l'article 8 en RD Congo est une grande victoire pour l'opposition et aussi pour la communauté religieuse. Mais aussi, cela dénote que le Sénat a pris les choses en main d'une façon très honorable, donc a modifié cet article qui posait des problèmes. Mais on voit bien qu'en Afrique, les peuples ont leur mot à dire. Il y a la pression de la rue, la pression aussi de l'opposition qui peut faire changer le cours des choses, le cours des événements. Et espérons qu'il y aura un consensus au niveau de la suite de la démocratie au Congo. Une commission paritaire mixte regroupant l'Assemblée nationale et le Sénat devrait se réunir dans les prochains jours pour trancher définitivement sur la question. Dans les rues de la capitale Kinshasa, le calme semble être revenu, mais il reste fragile. Jean-Marie, que pensez-vous de cet amendement qui est présenté comme un compromis ? Je pense que l'amendement contribue, si vous voulez, à stabiliser la scène politique congolaise, puisque nous savons qu'au départ, le président Kabila était vraiment parti pour ne pas écouter ce qui se passait. Mais sauf que, il y a des événements précédents qui nous ont montré quand même que, la sagesse gagne un peu la scène politique africaine dans la mesure où la loi constitutionnelle, pouvoir la retoucher, si vous voulez, dans cet état-là, ça aurait été la déstabilisation, si vous voulez, de la République du Congo, dans la mesure où on sait que la situation n'est pas encore complètement stabilisée, dans la mesure où il y a encore, si vous voulez, le problème de l'Est, si vous voulez, du pays, où vous avez encore jusque-là les problèmes pour essayer d'évacuer les anciens combattants rwandais qui, à l'heure actuelle, sont en train de négocier avec le Rwanda. Et là-dessus, ça permet à l'opposition de
comment dirais-je, de pouvoir s'en sortir à bon compte. À bon compte, tout simplement. Pourquoi? Parce que leurs revendications ont été entendues. Et il y a une chose, Fanny, que je voudrais soulever, à savoir que la modification des constitutions en Afrique, il faudrait que d'un moment ou à un autre qu'on arrête, comment dirais-je, avec la modification constante des constitutions, dans la mesure où ça contribue à une déstabilisation de l'environnement politique. Et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Tout simplement pourquoi? Parce que, bon, dès l'instant que les gens veulent se maintenir au pouvoir, il faut à tout prix, comment dirais-je, prolonger la Constitution. On est resté là pendant 5-10 ans. Bon, je pense que, normalement, on devrait poser les 2 mandats nécessaires pour pouvoir rester en Afrique, puisque nos pays sont des pays en développement. Donc, il faut la contribution de tous pour pouvoir faire avancer le pays. Et non pas, si vous voulez, bon, qu'on revienne encore sur les choses. C'est-à-dire, bon, c'est bien ici, là, on va parler le sujet suivant des chefs d'État, des gens qui sont intelligents. On a vu ce qui s'est passé, comment dirais-je, dans un pays comme le Bénin, où vous avez les présidents qui partent, si vous voulez, sans qu'il y ait aucun problème. Et ces gens-là sont sur place, ils restent sur place et ils contribuent à la vie politique de leur pays et de manière positive. On en parlera dans le dossier. Gémal, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une victoire pour l'opposition? Parce qu'on sait que, faute d'accord entre l'Assemblée nationale, qui a déjà approuvé la loi électorale en l'état, et le Sénat, qui a décidé d'amender, le dernier mot revient toujours à l'Assemblée nationale. Oui, on peut parler d'une victoire de l'opposition, on peut surtout parler d'une défaite des pouvoirs. On peut parler d'une défaite des pouvoirs double. D'abord, le fait de s'entêter, c'est-à-dire que ce qui est recherché au fond, c'est quoi? C'est l'amendement de la Constitution pour changer l'article relatif donc au renouvellement du mandat. C'est ça qui est en filigrane. Et donc, nous ne sommes pas capables de négocier, de s'entendre, et donc de trouver une solution non militaire, plus pacifique à nos problèmes. Il a fallu plusieurs morts. Et donc, il y a un perdant, c'est le peuple, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est le Congo, parce qu'il a une mauvaise publicité. C'est évidemment le pouvoir d'abord qui a fait une double faute. Une faute de n'avoir pas négocié et une faute d'avoir voulu faire passer des choses en force. Il faudrait que nos dirigeants, et ça Jean-Marie a raison, comprennent une chose, c'est que nous sommes capables de reculer très vite, avant qu'il y ait des morts, avant que nous soyons obligés donc de réparer tout ça dans le sang. Ça n'est pas grave de reculer, c'est même bien. Ceux qui reculent, qui comprennent leurs erreurs, ça les grandit. Et donc le Congo et le président Kabila auraient été plus grands s'ils avaient compris ça rapidement. Et donc c'est la chose évidemment que je regrette. La deuxième chose encore une fois, c'est que moi, je suis moins de l'avis de Jean-Marie, c'est-à-dire qu'une constitution n'est pas un texte sacré et elle peut être modifiée. Il y a des voies d'ailleurs de modifier chaque constitution, c'est-à-dire qu'une constitution est faite pour être modifiée. Sinon, vous vous enfermez dans un texte que vous ne pouvez plus jamais modifier et qui devient à un moment forcément dépassé et anachronique. Et donc, modifier une constitution en soi n'est pas grave. Tout dépend de la manière avec laquelle cela est fait. Il faut le faire dans la négociation, dans le consensus, et il faut le faire en respectant d'abord la dignité, la grandeur et les institutions de son pays. Et malheureusement, le Congo lui a manqué ces 2 choses-là, et c'est triste. Touré Bangali, est-ce que c'est un recul du pouvoir qui vient un peu tard? D'abord, je rebondirai sur ce que vient de dire mon collègue. En fait, il est très tôt de crier victoire, parce qu'il y a un problème qui est là. L'Assemblée nationale a voté ce texte. Le Sénat a retiré l'article 8. En cas de différend, qu'est-ce que la loi de la RDC nous dit? Que c'est la voix de l'Assemblée, c'est le vote de l'Assemblée qui prime. Donc, on ne peut pas pour l'instant crier victoire dans la mesure où le problème est toujours là. Et à l'heure où je vous parle, ou avant d'arriver dans cette émission, j'ai eu à parler avec certains opposants qui sont actuellement en réunion, qui me disaient attention, c'est un piège qui nous est tendu, le pouvoir. C'est pouvoir nous calmer, dire oui, vous voyez, le pouvoir a fait assez d'efforts, le pouvoir est en train d'écouter le peuple. Si nous reculons aujourd'hui, c'est que demain, il risque de prendre un décret pour promulguer cette loi. Et la loi autorise Kabila à promulguer cette loi. Donc l'opposition se réunit certainement dans les jours à venir, il y aura un communiqué de l'opposition, certainement encore des manifestations. Pour moi, aujourd'hui, il faut que le pouvoir en place soit clair. Le problème, ce n'est pas un problème de constitution, c'est un problème de limitation de mandat. C'est tout. Il a raison, tout comme il a raison
La Constitution ne peut pas être un texte sacré, c'est une œuvre des hommes, mais il faut que ce soit clair aussi dans une Constitution. On ne peut pas, et en aucun cas, on ne peut autoriser maintenant un peuple à un pouvoir à changer la Constitution pour se faire élire. Sur le fond, sur tous les autres textes de la Constitution, tous les titres de la Constitution, on peut changer parce que c'est une œuvre humaine. Donc voilà. Jean-Marie, justement, est-ce que le pouvoir ne va pas réussir à contourner cette loi? Je reviens un peu, si vous voulez, sur sa crainte. Je pense que je me mettrai dans la même position que lui. Je vais revenir sur une chose dont il vient de parler là tout à l'heure et que Djemal a abordé tout à l'heure. À savoir quoi? À savoir, je ne dis pas une constitution, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose de dynamique, mais c'est la finalité qui m'intéresse. Si vous voulez. La modification est faite pourquoi? Dès l'instant que vous avez toutes les parties prenantes à une négociation qui sont d'accord pour la modification de la Constitution, dans ce cadre-là, j'ai dit, OK, je suis d'accord, Djemal. Mais dès l'instant qu'on modifie la Constitution pour un but précis qui est quoi? De se maintenir au pouvoir, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, là, dont l'amendement concerne exactement ce point-là. Évidemment que la Constitution, c'est une œuvre humaine, puisque la société humaine étant dynamique, bon, qu'on puisse la modifier dans le temps, c'est tout à fait logique. Mais je rejoins la position de M. Tala concernant, si vous voulez, la crainte de savoir que c'est un texte qui peut quand même passer. Merci. Dans l'actualité également, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jusqu'à janvier 2016 l'embargo sur les ventes d'armes à la République centrafricaine. Une mesure qui va à l'encontre des souhaits de la présidente de transition Catherine Samba-Panza qui demandait un allègement de cet embargo. Kekeli Afeto. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jeudi l'embargo sur les ventes d'armes à la République centrafricaine jusqu'au 29 janvier 2016. Il maintient également l'obligation pour les États membres de respecter le gel des ressources économiques et l'interdiction de voyager imposée à certaines personnalités du pays. Face à cette situation, les autorités centrafricaines se sentent démunies. Cela correspondait à une décision sage par rapport à la situation de la République centrafricaine en 2013. Aujourd'hui, 2014, voilà un an que le chef de l'État, Mme Catherine Samba-Panza, a été porté au pouvoir et exerce le pouvoir de l'État dans des conditions difficiles. Mais beaucoup d'efforts ont été réalisés. En 2013, les FACA étaient dispersés à travers le territoire ou à l'étranger. Aujourd'hui, les FACA ont été recensés. Il y a plus de 7500 hommes qui sont recensés, qui sont casernés, qui répondent tous les jours au camp Kassai, au camp Drou. Donc, ce personnel qui sont à la charge de l'État centrafricain, fait des efforts conséquents de plus d'1,5 milliard par mois pour les payer. Malgré toutes ces dispositions prises par la communauté internationale pour assurer un climat politique et sécuritaire apaisé, le pays est toujours exposé à des attaques terroristes. Les groupes armés sont puissamment armés plus que l'État centrafricain. Et cette situation ne peut pas durer. On ne pourra pas construire indéfiniment le retour à la paix dans ce pays sans construire une armée. C'est cette armée-là qui connaît le terrain, c'est cette armée-là qui sera capable de protéger les citoyens demain parce que les missions des forces internationales ne vont pas durer toute la vie. Pour l'heure, la République centrafricaine ne peut que se remettre aux forces armées internationales pour assurer l'intégrité de son territoire. Leur fonctionnement et leurs ressources ne sont pas visés par l'embargo des Nations Unies. Djemal, est-ce que c'est une mauvaise décision de reconduire cet embargo? C'est discutable. Les deux arguments se valent. Que Madame la Présidente de la République centrafricaine demande que l'embargo soit levé parce qu'elle veut constituer elle-même une armée et qu'elle considère que pour constituer une armée, elle a besoin d'acheter de l'armement, c'est un argument qu'on peut évidemment recevoir sans trop de difficultés. Que les Nations Unies, de leur côté, disent « vous n'êtes pas capable aujourd'hui, à l'état actuel, de contrôler une armée, de maîtriser une armée, de contrôler un territoire qui, au fond, vous échappe. Et in fine, nous vous mettons à votre disposition une armée des Nations Unies qui, elle, a un mandat clair. On sait très bien que la génération des maintiens de la paix a beaucoup évolué et que nous sommes passés à un mandat qui peut être jusqu'à offensif. Et donc, les Nations Unies lui disent « vous avez ce qu'il faut pour contrôler un territoire en réalité que vous n'êtes pas capable de contrôler ». Et donc, l'idée d'ouvrir une boîte à Pandore, parce qu'en fait, vous allez les avoir, la maîtrise que vous en faites est discutable.
la stabilisation du pays n'est pas encore assurée et les groupes rebelles des uns et des autres sont encore là. Et donc, nous sommes dans une situation encore explosive qui peut évidemment dégénérer à tout moment. Et donc, l'idée des Nations Unies est là, encore une fois, recevable. Je suis plutôt, personnellement, enclin à penser que les Nations Unies ont raison et que Mme Samba Panza, qui est une femme absolument remarquable, mais elle ne peut pas, en si peu de temps, en moins d'une année, construire une armée, stabiliser un pays, pacifier une situation et contrôler les rebelles. Je n'y crois pas trop. Et donc, l'idée de l'accompagner dans ce mouvement, et je pense que les chefs d'État autour le font très bien. Le président Sassou Nguesso a une influence très positive sur ce qui se passe en RCA. Je pense que le président Idriss Déby Itno le fait tout autant en dépit de ce qu'on peut lui reprocher par le passé. Mais enfin, il a une coopération absolument remarquable. Et donc, que les pays autour et les Nations Unies aident Mme Panza demain à construire donc, une situation dans le contexte des Nations Unies me paraît plutôt acceptable. Touré Bangali, c'est aussi une décision qui vient par la crainte de voir ces armes arriver dans les mains des milices. D'abord, il faut se poser une question. Quelle a été la feuille de route de Catherine Panza? C'est tout. Moi, je pense que ce que vient d'être posé par les Nations Unies est salutaire. Parce que non seulement elle n'a pas la situation du pays, il ne faut pas se leurrer, elle n'a pas aujourd'hui la situation du pays en main. On assiste aujourd'hui en Centrafrique à une sorte de partition du pays. Et vous imaginez que réarmer l'armée qui n'existe pas peut apaiser la situation. Déjà, les forces onusiennes, les forces africaines qui sont en place ont du mal à sécuriser le pays. Et qui est Seleka, qui est Anti-Balaka? Ils sont tous de l'armée. Donnez aujourd'hui le cutus à la présidente de commander des armes, c'est sûr qu'au jour au lendemain, vous retrouverez ces armes dans la main encore de ces mêmes rebelles. Je pense que, pour moi, l'impératif aujourd'hui pour elle, c'est de coordonner les actions dans le pays afin d'aboutir non seulement à l'apaisement de la situation et aux élections. Maintenant, le président qui viendra, nous on a connu une telle situation en Guinée, le président qui viendra aura toute la latitude, le pouvoir de reconstituer l'armée, mettre en place des cellules avec l'appui même des forces onusiennes pour mettre en place une armée républicaine. Mais pour l'instant, la Centrafrique n'est pas apte à produire une armée républicaine. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.